La nature ne sait pas faire autrement que de donner ses richesses. Chaque année, le monde végétal offre ses feuilles, ses fleurs, ses fruits et ses graines qui, à leur tour, deviendront plantes, arbustes ou arbres. L'homme a toujours profité de ce cycle d'abondance pour la culture vivrière en utilisant les graines offertes à chaque récolte. Depuis peu, ce cycle a été rompu. Plus question de faire ses propres graines. Les paysans doivent acheter les semences et renoncer à leur autonomie. Un peu partout en Europe, des collectifs citoyens se forment pour réclamer la libération des semences. Des associations agissent sur le terrain comme Longomaille, Biogerme ou Cocopelli. Elles assurent l'échange et la conservation de variétés anciennes. Leur but ? Empêcher la mainmise sur le vivant et retrouver le droit d'utiliser gratuitement toute la diversité de la semence. Donc comment cela se passait il y a 50 ans, à la fois dans les champs pour les paysans, ou aussi auprès des maraîchers ou des jardiniers, donc dans les jardins des particuliers. À partir du moment où ils avaient accès à une semence qui était reproductive, donc il n'y avait pas de complications, puisqu'on se transmettait pratiquement la semence dans les familles ou dans les villages, on pouvait faire de l'échange, on pouvait faire du troc. Et depuis 16 000 ans ou 20 000 ans que l'agriculture existe, on a toujours fait en sorte que les semences puissent se reproduire, faire en sorte que des semences qui étaient adaptées à des terroirs, à des lieux très précis, et on arrivait toujours à faire ça. Et depuis quelques années, tout d'un coup, tout s'est renversé dans l'histoire, et on n'arrive qu'à avoir sur le marché, aujourd'hui, que des hybrides fins ou des clones chimériques dits brevetés. Tout ça parce qu'on veut arriver à contrôler le vivant, donc contrôler ce qui se passe dans l'assiette des gens, puisque si on a conscience de cette chose très importante, de ce qui se passe dans notre assiette, que tu manges bio ou pas bio, le point de départ, c'est la semence. À partir du moment où est arrivée la civilisation, la modernité, où à ce moment-là on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'on a l'argent a une énorme prépondérance, et tout ce qui est la puissance du lucre, c'est-à-dire eh bien, finalement, c'était comment, en quelque sorte, faire du profit même avec le patrimoine collectif de l'humanité qui aurait dû être un patrimoine inaliénable. Et ça a une sorte de hold-up qu'on a réalisé sur ces biens qui sont des biens communs par des groupuscules humains qui en ont fait petit à petit leur propriété. Et les ont donc diffusés à des fins de profit. Et pour aller plus loin et pour arriver finalement à avoir un profit maximal, eh bien ils ne se sont pas contentés simplement de prendre ce larcin et de le divulguer, ils se sont mis même à le manipuler, c'est-à-dire à faire des hybrides qu'on ne peut pas reproduire, et aujourd'hui on est aux OGM, etc., de façon finalement à investir le marché dans sa globalité par la confiscation du bien commun et la mise en dépendance donc des communautés humaines. Et cette mise en dépendance aujourd'hui atteint l'extrême parce que finalement on est en train de constater que 60% de ces semences ont déjà disparu, certaines on ne les a plus comme patrimoine, et c'est un drame parce que c'est quand même quelque chose qui relève d'une approche morale, d'une approche déontologique, d'une approche éthique. On n'a pas le droit, en quelque sorte, de faire de ce patrimoine collectif, qui est l'héritage de l'humanité à l'humanité, quelque chose qui disparaît pour pouvoir remplacer par des semences qu'on est obligé d'acheter et qui sont donc fabriquées spécifiquement pour faire du profit. Le système qui contrôle aujourd'hui les semences, on va résumer d'une manière un peu simpliste, c'est 9 transmultinationales qui contrôlent 90% du marché de la semence mondiale, blé et riz confondus. Donc à travers les hybrides ou à travers les clones chimériques brevetés, dans le sens où tous ces brevets imposent aux gens qui achètent des semences de passer par ces grands groupes semenciers. Donc au jour d'aujourd'hui, sur la planète, si on supprime les semences hybrides et fins,
et les semences transgéniques, il n'y a plus rien de reproductible. Tout a été éradiqué au fil des années, puisque les grands semenciers ont été un exemple précis en Inde de nombreuses années, donné à la fois de la semence transgénique ou des hybrides F1 et le packaging qui va avec. On voit à quel problème le paysan indien est confronté au jour d'aujourd'hui. Donc, dans cette incapacité de pouvoir racheter de la semence pour nourrir sa famille. Ou il vend un rein, ou il vend un enfant, ou il vend sa vie. On assiste au jour d'aujourd'hui à 35 000, 40 000, 50 000 suicides individuels ou collectifs dans les villages parce que ces paysans n'ont pas la capacité de pouvoir acheter de la semence. Donc, grand problème. Alors qu'avec des semences biologiques et reproductibles, on a pu le voir encore dernièrement, ces mêmes paysans indiens sont capables sur 1,8 hectare de nourrir une famille de 15 personnes et en plus de pouvoir vendre des choses à l'extérieur pour pouvoir faire des échanges avec les matières qu'ils ne produisent pas sur leur propre ferme. Donc ce qui est important, et ce qu'on dit souvent à Cocopelli, c'est cette autonomie semencière donc permet d'avoir une sécurité alimentaire au niveau de tous ces gens, paysans, maraîchers et communautés rurales dans tout l'hémisphère sud. Et au jour d'aujourd'hui encore beaucoup plus fort puisqu'on s'aperçoit que l'Europe de l'Est fait appel à nous. Au quotidien, on reçoit de nombreuses demandes à laquelle on ne peut pas répondre. Il y a trop de demandes. Et même en Europe de l'Est, les grands coquins sont arrivés, donc il faut qu'on soit aussi présent, même si on est tout petit sur la planète. En résumé, sont autorisés à la culture et à la commercialisation uniquement des graines hybrides F1 ou des semences transgéniques, les fameuses OGM, toutes fabriquées par des sociétés agro-industrielles. Alors, qu'est-ce qu'un hybride F1? Qu'est-ce qu'une plante OGM? Et que se cache-t-il derrière ces concepts? Alors ce qu'on appelle un hybride, en fait, le terme est un petit peu ambigu parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hybride, on pense aux semenciers. On pense aux plantes fournies par les semenciers, alors que ceux qui ont toujours fabriqué des hybrides sont les paysans, qui sont les premiers généticiens du monde. Dans la notion d'hybride, il y a une notion de brassage, de croisement. Et justement, on croise. Et les paysans ont toujours fait des hybrides, dans ce sens que c'est la sélection massale. Ils voyaient une plante qui avait une propriété intéressante, une deuxième plante de la même espèce qui avait une autre propriété intéressante, et ils croisaient les deux plantes en question pour récupérer un descendant qui avait les deux propriétés réunies dans la même plante. Ça, c'était les vrais hybrides en quelque sorte. Aujourd'hui, le terme d'hybride est totalement galvaudé parce qu'il est réservé en fait aux semences, comme je le disais, produites par les semenciers, mais qui en fait n'ont plus grand-chose d'hybride. Alors c'est toujours un croisement, mais c'est un croisement entre deux plantes qui sont des clones. C'est-à-dire en fait des plantes qui ont un appauvrissement génétique. C'est-à-dire que chacune des plantes parentales a été obtenue par des croisements successifs avec la même plante. Et du coup, on finit par faire une sorte de consanguinité, bon, même si ce n'est pas un terme qu'on utilise pour les plantes, on a une sorte de dégénérescence consanguine, donc on a une lignée pure génétique, donc on fait ça pour une plante parentale, on fait ça pour une deuxième plante parentale, et ces deux plantes parentales on les croise, et ça donne ce qu'on appelle un hybride F1, qui a une sorte de vigueur juvénile, et donc qui va donner une plante extrêmement belle et productive. Mais à la deuxième génération, cette plante qui va récupérer des propriétés parentales, donc de celles qui ont une dégénérescence consanguine, eh bien, sera très peu productive. C'était déjà un premier moyen pour le semencier d'obliger le paysan en quelque sorte à racheter ses semences. Alors l'hybride n'est pas un OGM, c'est-à-dire qu'en fait c'est deux plantes qui sont naturellement interfécondables, sauf qu'au lieu que ce soit deux plantes repérées au hasard de leurs propriétés par le paysan, ce sont deux plantes qui ont été préparées par appauvrissement génétique et que ensuite on croise et qu'on appelle hybride F1. Alors, ce qu'on appelle un OGM, en revanche, donc un organisme génétiquement modifié, c'est tout organisme vivant, pas seulement une plante, ça peut être un animal, un végétal, un microbe, ça peut être des micro-organismes, des champignons, des animaux, dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, son patrimoine génétique initial, donc ses caractéristiques génétiques initiales. Alors comment les a-t-on modifiées? Ça peut être de différentes manières. Ça peut être par introduction d'un gène étranger. Un gène de bactérie dans le maïs, par exemple. Ça peut être par suppression d'un gène de l'organisme en question, un ou plusieurs gènes. Ça peut être par modification chimique d'un ou plusieurs de ces gènes, par substitution d'un ou plusieurs de ces gènes. Donc voilà ce qu'on appelle OGM. Tout ça, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Sur le plan technique, tous ces OGM sont reconnus comme des OGM, mais pas sur le plan juridique. Sur le plan juridique, ne sont reconnus
par la directive européenne 2001-18 qui légifère sur la question des OGM, ne sont reconnues que les plantes transgéniques, c'est-à-dire celles dont la modification génétique fait appel à un gène étranger. Je disais par exemple un gène de bactérie dans le maïs. Ce gène étranger, on l'appelle un transgène. Et donc l'OGM qui en résulte s'appelle un organisme transgénique. Eh bien, les organismes transgéniques, qui sont bien sûr des OGM, puisqu'on a modifié de façon non naturelle leurs caractéristiques génétiques initiales par addition d'un ou plusieurs gènes étrangers provenant d'une autre espèce, eh bien, sont reconnus également comme des OGM sur le plan juridique. Mais tous les autres OGM, donc qui résultent d'une modification génétique qui ne fait pas appel à un gène étranger, donc qui ne sont pas transgéniques, eh bien qu'étant reconnus techniquement comme des OGM, ne le sont pas sur le plan juridique, et du coup échappent au champ d'application de la directive européenne. C'est par exemple le cas des plantes mutées, c'est-à-dire obtenues par une technique qui s'appelle la mutagénèse, donc qui n'est pas la transgénèse, et qui consiste à exposer les graines de la plante à un traitement chimique ou un traitement physique qui va provoquer des modifications dans la formulation chimique des gènes. Et comme les gènes détiennent le secret de fabrication des protéines, qui sont les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans les cellules des organismes vivants, eh bien les gènes qui ont subi ces modifications chimiques vont donner naissance à des protéines qui sont elles-mêmes chimiquement modifiées et qui vont avoir des nouvelles propriétés, conférant à la plante des nouvelles caractéristiques, comme par exemple la tolérance à un herbicide. En ce qui concerne les conséquences sur la propriété des semences, je disais tout à l'heure qu'avec les hybrides F1, c'était déjà un premier moyen pour le semencier de mettre une mainmise sur les semences, parce qu'en fait, si le paysan veut replanter une partie de sa récolte, eh bien, la deuxième génération, les productions sont extrêmement faibles. Donc du coup, ça l'obligeait déjà en quelque sorte à racheter ses semences chaque année. Avec l'OGM, il y a une dimension supplémentaire qui est en fait une stérilité juridique. Je parle pas de stérilité biologique. Les plantes OGM cultivées aujourd'hui ne sont pas stériles biologiquement, même s'il y a eu des tentatives en ce sens de la part des semenciers, avec notamment le maïs terminator. Mais les OGM cultivés actuellement dans le monde ne sont pas stériles sur le plan biologique. Mais je parle de stérilité juridique en ce sens que si l'agriculteur s'aventurait à vouloir replanter une partie des semences de sa culture OGM de l'année passée, eh bien, il s'expose à des poursuites judiciaires pour violation de brevets. Voilà, donc c'est vraiment pour le semencier une manière de mettre la ceinture et les bretelles en termes d'appropriation de la semence et de confiscation de la semence du paysan. Donc moi, en tant que scientifique, si je suis conscient de ces aspects-là, je ne peux pas non plus faire l'économie de l'aspect purement technique et de l'aspect purement sanitaire et environnemental. Parce qu'il y a bien sûr des risques de cet ordre-là également. C'est que la technologie OGM, quelle qu'elle soit, que ce soit transgénèse, mutagénèse, etc., c'est une technique totalement aléatoire. Et notamment en termes de risques sanitaires, c'est d'autant plus inquiétant que la quasi-totalité des plantes génétiquement modifiées cultivées aujourd'hui à la surface de la planète sont des plantes pesticides, c'est-à-dire des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour accumuler un pesticide, soit parce qu'elles produisent un insecticide en permanence pour lutter contre un insecte ravageur, c'est le cas du Monsanto 810 qui fait l'actualité en France et en Europe, soit parce qu'elles ont été génétiquement modifiées pour ne plus mourir quand on les arrose avec un herbicide qui aurait dû les tuer, par exemple le Roundup, et donc ces plantes vont pouvoir accumuler cet herbicide dans leurs cellules. Et donc la moindre des choses serait que ces plantes soient effectivement évaluées comme des plantes, ça elles le sont, mais qu'elles soient aussi évaluées comme des pesticides. Et là, on est loin du compte, parce que les pesticides qui sont déjà bien insuffisamment évalués sont au moins évalués pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le troisième n'étant pas un rongeur, plus des tests à 2 ans sur le rat, en plus des tests à 3 mois. Eh bien, il n'y a aucune plante OGM pesticide qui n'a fait l'objet d'évaluations toxicologiques, je parle bien d'évaluations toxicologiques et pas nutritionnelles, de tests toxicologiques, c'est-à-dire avec analyse de sang, etc., chez les animaux qui ont été nourris avec cette plante, à plus de 3 mois sur une seule espèce animale. C'est-à-dire qu'on passe systématiquement à côté des éventuels effets chroniques. Et en plus, bon, cerise sur le gâteau, pour des raisons de protection industrielle, ces tests sont faits par des laboratoires choisis par les firmes semencières, ce qui rend l'évaluation, en plus d'être carencée, totalement opaque.
Vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez consommer tranquille, vous pouvez travailler tranquille. Les chiffres sont bons? Tout à fait, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous sommes vraiment très contents. Il y a une espèce d'émancipation dans notre secteur assez incroyable. Même les Indiens nous rejoignent. Nous sommes ravis, ravis, ravis. Les paysans du monde veulent nos semences. Ils veulent acheter, ils veulent produire. Et oui, nous avons un souci constant pour les réglementations et donc nous voulons préserver les semences, les mettre dans un petit cahier et donc arrêter la naïveté des peuples qui soudain penseraient qu'on arriverait encore à garder les semences. Ce n'est plus possible. Le problème, c'est que les gens n'ont pas confiance. Ils sont paranoïaques. Nous voulons leur bien, protéger l'environnement, éradiquer la faim dans le monde, monsieur. C'est ça qu'il faut comprendre. La semence est soumise pour sa commercialisation à une procédure d'inscription obligatoire sur un registre officiel qu'on appelle le catalogue officiel. Alors il y a plusieurs problèmes autour de cet enregistrement obligatoire. Le premier, c'est un problème de procédure essentiellement, puisque les semences sont soumises à une procédure d'enregistrement préalable, donc d'autorisation préalable de mise sur le marché, un peu comme les médicaments et les pesticides. Alors si on comprend bien pourquoi les médicaments et les pesticides sont soumis à un régime d'autorisation préalable comme ça, c'est parce qu'ils sont porteurs de risques pour la santé ou pour l'environnement. Avec les semences, le sujet est très différent, puisque la législation ne fait jamais référence à un quelconque risque sanitaire ou environnemental les concernant. Or pourtant, on est soumis à un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché qui donc est disproportionné. Ensuite, en ce qui concerne toujours l'enregistrement de ces semences, elles doivent répondre à des critères pour l'inscription au catalogue. Et ces critères servent à un objectif qui a été défini dans les années 60 comme étant un objectif d'intérêt général auquel la législation se réfère sous l'expression progrès génétique. Donc le progrès génétique défini dans les années 60, il correspondait finalement à un objectif de sortie finalement de l'agriculture européenne de son arriération et de manière à ce que finalement elle suive un peu le modèle américain. Donc les objectifs que servent ces critères d'inscription au catalogue sont ceux de l'agriculture industrielle. Donc ce catalogue officiel qui a été mis en place a conduit progressivement à la disparition de la biodiversité agricole. Ensuite, le dernier problème, c'est qu'il y a eu progressivement une superposition de la législation sur le commerce des semences avec la législation sur l'octroi de droits de propriété intellectuelle sur les semences. Et les critères d'inscription au catalogue, aujourd'hui, sont les mêmes que les critères d'octroi d'un droit de propriété intellectuelle sur les semences. Et la conséquence de ça, c'est finalement que les seules semences qui sont autorisées à la vente sont les semences qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle. Et tout le domaine public, le domaine de la propriété de tous finalement, ou de l'absence d'appropriation, a été rendu illégal. Ce qui est extrêmement choquant et qu'on ne voit dans aucun autre secteur de l'économie. Aujourd'hui, en pleine conscience et en France, la semence est sous séquestre. Complètement sous séquestre. Les grands coquins se sont appropriés, se sont accaparés la semence. Un maraîcher, un paysan ne peut pas réutiliser sa propre semence. Il est obligé de passer par des coopératives, par des marchands qui leur vendent de la semence ou hybride ou des clones chimériques. Les semences font partie de la problématique de l'alimentation. Mais globalement,
quand on voit que les terres sont détériorées, que l'eau qui est une nourriture est polluée, que les semences disparaissent, qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, qu'on désorganise des systèmes vernaculaires, par exemple dans les pays du Sud, migration vers les villes, etc., nous prenons le risque d'une pénurie mondiale sans précédent. Et cette pénurie mondiale sans précédent est aggravée aujourd'hui par le fait qu'on entre dans une phase où les conditions climatiques sont totalement aléatoires et imprévisibles. Et de fait, imaginez simplement à un moment, il y a tous les bassins mondiaux producteurs de céréales, prenons la céréale comme base de l'alimentation, entre sécheresse et inondation, il n'y a pas de récolte. Eh bien, c'est la famine immédiate. Et les semences, si les semences adaptées, qui résistent, disparaissent, remplacées par des semences artificielles inadaptées, qui est fragile, eh bien, si on met tous ces paramètres les uns derrière les autres, on peut dire qu'il risque d'y avoir à ce moment-là une combinatoire, c'est une conjonction de différents éléments négatifs, au cœur duquel sera la semence. Et ça, déjà maintenant, on est très inquiet par rapport à comment on va faire par la suite. Si c'est des laboratoires qui fabriquent les semences, et ces laboratoires fonctionnent avec du pétrole, enfin, etc. Donc aujourd'hui, nous jouons une carte très, très grave, très sérieuse, et il faut vraiment que les gens prennent conscience. Plus que jamais, il faut protéger les sols, il faut protéger les semences, il faut au contraire beaucoup plus d'agriculteurs, parce qu'on ne peut pas imaginer des millions de gens concentrés dans les villes avec quelques agriculteurs qui les nourrissent. Ben, ça veut dire qu'il faut que la conscience s'élève. Et je n'aime pas trop le prise de conscience, ça me rappelle l'électricité. Enfin, il n'y a pas parce que vous avez une prise de conscience. Non, ce n'est pas une prise de conscience, c'est une élévation de la conscience qui fait que... Et qu'est-ce que c'est que l'élévation? Plus vous vous élevez, plus vous voyez la configuration du paysage devient beaucoup plus intelligible. C'est un peu, ça procède de la même façon, on s'élève et on voit plus clair. Parce que notre conscience s'est élevée. Si la conscience s'élève, eh bien le monde changera.